Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel et dernier épisode du podcast Résonance, de la Fédération française de débat et d'éloquence en partenariat avec la Fédération France Victimes. À la FFDE, nous avons pendant une année fait en sorte de redonner la parole aux causes, aux personnes qui n'ont pas un accès équitable à la parole. La parole est précieuse, et elle se fait rare. Alors fort de nombreux étudiants et étudiantes, nous avons souhaité mettre à profit nos voix. Ce partenariat avec France Victimes est devenu une réelle évidence, dans l'objectif de vulgariser des sujets difficiles qui se doivent de devenir accessibles. Alors bienvenue à Résonance. Je suis Mathis Soulier et j'ai l'honneur de présenter ce dernier podcast. Dans un cadre bien particulier, celui de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et plus particulièrement sur un cas assez discret, le cas du suicide forcé. Je me permets de préciser que dans le cadre de cette journée, nous aborderons les violences faites aux femmes. Toutefois, il est essentiel de dire que France Victimes prend en charge toutes les victimes, quel que soit le genre bien évidemment. France Victimes, c'est une fédération de 130 associations, présentes en métropole et sur les territoires ultramarins, et qui propose un accompagnement gratuit et confidentiel avec des juristes, des psychologues et des travailleurs sociaux. Au 18 octobre 2025, le collectif féministe Nous Toutes dénombre 129 féminicides. En dehors de ces chiffres, nous retrouvons les suicides forcés, toutefois ils sont très peu évoqués. Ces suicides forcés sont mis en lumière notamment avec l'affaire Bertrand Cantat, avec l'avocate Yael Mellul, qui travaille sur le sujet depuis de nombreuses années. Pour ce sujet aujourd'hui, nous allons notamment être accompagnés de la première étudiante de la FFDE, Noaila Haït Abdellah. Bonjour. Merci Noaila d'être à nos côtés aujourd'hui. Alors tu es étudiante en L3 Chimie à l'université d'Évry-Paris-Saclay. Tu as commencé l'éloquence il y a quelques temps, notamment auprès de l'association Évry Insolente. Tu as pu participer à différents championnats, concours et procès fictifs. Et dans toutes tes prises de parole, les thèmes de la femme et de la liberté reviennent beaucoup. C'est notamment ce qu'on a pu entendre lors de ta victoire au Trophée des orateurs et des oratrices, ou lors de ta participation au procès fictif du Déjeuner sur l'herbe de la Fondation des femmes et du Musée d'Orsay. L'amour devrait être un refuge, jamais une prison. Il devrait apaiser les cœurs, jamais les faire trembler. Et pourtant, c'est une peur sourde, profonde, que vivent trop de femmes chaque jour. Elle s'installe insidieusement, elle envahit chaque coin de leur esprit et chaque recoin de leur corps. Elle revient à chaque changement de ton, à chaque mouvement brusque, à chaque regard noir. C'est une peur qui prend racine dans l'attente, dans l'incertitude. Elle est tombée sous son charme, sous ses mots doux, mais elle ne s'attendait pas à se retrouver un jour au sol, sous le poids des coups. Ce qui avait commencé par des remarques s'est très vite transformé en marques, des marques qui n'ont cessé de s'accumuler, de se multiplier. Le temps s'est accéléré et la lumière qu'elle dégageait s'est éteinte, lentement, jour après jour. Bientôt, il ne restait plus qu'une porte close. J'avais trop peur qu'il me tue. Ces mots sont l'écho d'une douleur, d'une vérité que beaucoup de femmes vivent et qui les emprisonne dans leur épreuve. Ce n'est pas simplement de la peur, c'est une peur viscérale, une peur qui prend toute la place, qui écrase l'âme avant même d'atteindre le corps. Le silence devient alors parfois le seul refuge qu'elle trouve. Un silence qui, au départ, se drapait sous le voile de l'amour. Il est facile, parfois, de se dire qu'on peut tout supporter par amour, qu'on peut endurer l'indicible pour préserver ce lien qui, au début, semblait être fait de douceur et de promesses. Ou encore un silence, nourri par une culture qui enseigne que la femme doit tout supporter, par des traditions qui rendent la souffrance légitime et la recherche d'aide presque honteuse. Des traditions qui étouffent les mots dans la gorge, qui transforment la douleur en devoir et le cri en trahison. Mais ce silence se transforme petit à petit en un autre silence, beaucoup plus lourd, beaucoup plus sombre. Il est facile de se laisser engloutir par ce silence, de se courber sous le poids de l'angoisse. Et un beau jour, le téléphone ne sonne plus, on ne donne plus de nouvelles. On se referme petit à petit, notre sociabilité nous quitte et notre connexion au monde extérieur aussi. Et la seule chose qu'on connaît et qu'on côtoie alors, ce n'est plus que la chose qui nous détruit. Coincés avec cette ombre qui nous angoisse, qui nous brûle, qui nous fait du mal.
et on se dit que le seul moyen d'y échapper, le seul moyen, c'est d'y mettre fin, c'est de tout arrêter. Tant pis si je vais en enfer, parce qu'au moins pendant un temps, je serai loin du mien. Ces mots, des mots de douleur, de souffrance insupportable, sont ceux d'une femme qui s'est faite à l'idée que s'il découvrait qu'elle demandait de l'aide, c'était aussi risquer sa vie. Ce sont les cris d'une femme qui, au lieu de trouver l'amour, a trouvé la violence. Les cris d'une femme qui, au lieu de chercher la liberté, a cherché à échapper à un destin qui lui a été imposé, dans un monde qui semble oublier que chaque femme mérite de vivre sans peur et sans violence. Le suicide forcé, ce n'est pas juste la fin d'une vie. C'est la fin d'un combat silencieux, d'une guerre invisible menée contre soi-même. C'est un esprit qui se noie à jamais dans le silence, dans l'impossibilité de s'échapper. Mais aujourd'hui, mesdames, vous n'êtes pas seules. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous rappeler que votre douleur n'est pas invisible, que votre voix peut et se doit d'être entendue. Nous sommes là pour briser ce silence. Vous n'êtes pas seules. Nous vous croyons. Chaque femme qui vit dans cette peur mérite notre soutien, notre respect et notre solidarité. Chaque femme qui a été réduite au silence mérite de retrouver sa voix, de retrouver sa lumière. Mes mots aujourd'hui, ils sont pour toutes celles qui ne peuvent pas parler, pour toutes celles qui ont disparu dans l'ombre de la violence, pour celles qui ont perdu tout espoir, mais aussi pour celles qui luttent encore, jour après jour, pour s'échapper de leur enfer. Aujourd'hui, nous sommes toutes réunies pour leur donner une raison de croire que la lumière peut revenir, même après l'obscurité la plus profonde. Parce que chaque femme a le droit et mérite de vivre dans la paix, de connaître l'amour sans crainte, dans l'espoir et sans violence. Et tant que nous serons là, mesdames, vous ne serez jamais oubliées. Merci beaucoup Noëlla pour ce discours intense qui montre les difficultés de l'enfermement ressenti dans ces situations. Je me permets donc de rappeler les numéros importants. Donc on a le numéro national de prévention du suicide, le 3114. Il est gratuit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et si en danger immédiat, appelez le 112 ou le 15. Après ces propos, nous allons passer à la vulgarisation juridique. Ceci dans un but de permettre aux victimes et aux proches de mieux connaître leurs droits. Et pour cela, nous avons avec nous l'ancienne présidente de la FFDE qui a porté ce projet, Valentine Barnakian. Bonjour. Alors Valentine, cette année, tu es en préparation de concours juridiques, notamment de la magistrature à Sciences Po et à la Sorbonne. Tu as commencé l'éloquence très tôt et après plusieurs années en tant qu'oratrice, tu es devenue d'abord secrétaire générale puis présidente de la FFDE. C'est à ce moment que tu commences à penser que l'éloquence a un réel sens et doit servir à libérer. Tu es également particulièrement active dans la promotion de la parole des femmes dans l'éloquence. Dans ma liberté, je savoure les choix qui s'offrent à moi. Dans ma liberté, je contemple mon corps qui est à moi. De ma liberté, je tire ce bonheur d'échapper à celui qui voudrait m'en priver. Mais vivre dans la peur n'est pas vivre, et se sentir libre seulement parce qu'on échappe à l'autre n'est pas être libre. Dans les faits, on en a l'impression, mais dans les actes, c'est une toute autre prison. Une prison qui comporte différentes formes plus ou moins comprises. Prenons un exemple, 3 exemples. Si je vous donne des baies empoisonnées, alors j'essaye de vous tuer, c'est caractérisé. Je vous les donne dans l'intention d'attenter à votre vie. Mais dans un autre cas, si je mange du raisin tranquillement dans un bout de forêt et que vous, à l'autre bout de forêt, vous mangez malencontreusement des baies empoisonnées, alors vous décédez, mais je n'ai pas de rôle dans votre décès. Et dernier cas, si nous sommes 2, que je vous rabaisse tous les jours, que je vous menace, que je vous explique que sans moi vous n'êtes rien, que je finisse presque par vous affamer pour vous faire comprendre de ma dépendance et que comme seul choix, pour arrêter de souffrir, comme seule issue vous retrouvez votre liberté, vous devez prendre ces baies empoisonnées. Si je vous donne des baies empoisonnées, je cherche à vous tuer. Si vous en mangez par erreur, je n'y suis pour rien, mais si par mes actes, je vous pousse à les avaler, alors je porte une responsabilité. C'est là qu'on rentre dans ce qu'on appelle le suicide forcé.
parce que ce sont les actions du conjoint ou de l'ex-conjoint, la privation du jugement, l'emprise, le harcèlement qui vont mener au suicide comme seule solution. Alors elle est là, la vérité difficilement acceptée des suicides forcés, difficilement acceptée parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce que le conjoint n'ôte pas physiquement la vie de la victime qu'il n'est pas responsable de son décès. Parce qu'ici on retient bien la notion de forcer, de pression, comme l'a dit Noëlla, d'emprisonnement, la contrainte. Si le suicide renvoie à un acte individuel, lorsqu'il est forcé, c'est parce que la personne en face a réduit le champ des décisions, ne laissant place qu'à une seule possibilité. Parce que dans la vie, tout est objet de choix, de possibilités. Alors au début de la relation, souvent, on a même l'impression que ce champ des possibles, il est exceptionnel, exponentiel, qu'il augmente. On se sent invincible, lié à l'imprévisible. Et puis le champ, il commence à se refermer. Là où il y avait une multitude de choix, de couleurs, d'odeurs et de libertés, il n'en reste que 2 ou 3. Et puis, la lumière du jour commence à brûler alors qu'elle rassurait, les manches deviennent longues, alors que les jours se découvrent, la parole devient rare, les actes deviennent nombreux. Les nuits sont violences et les jours deviennent violents, alors de 2 ou 3 choix sur le beau champ des possibles, on finit par n'en voir aucun, enfin si, un. Et elle est là, la réalité du suicide forcé dans les violences conjugales, c'est quand le conjoint pousse, menace, insulte, oppresse, on ne le répétera jamais assez, violente de manière physique ou psychologique, à un point où les choix sont censés s'ouvrir et s'établir devant les yeux de la victime, finalement ces choix, ils peinent à naître. Laissant comme seul choix de retourner silencieusement dans l'ombre parce que qui croira que ce n'est pas celui qui tenait l'arme le vrai responsable, mais plutôt celui qui a donné l'arme comme seule option pour s'en sortir. Alors j'étais là pour faire une vulgarisation juridique, donc parlons de droit. Le droit, lui, il peine à se mettre à la page, mais textuellement, il a évolué, jusqu'à reconnaître une véritable existence juridique au suicide forcé. Ce fut une des avancées menées au cours du Grenelle des violences conjugales en 2019, qui va permettre à la loi du 30 juillet 2020, qui en émane, d'introduire le harcèlement par conjoint ou ex-conjoint ayant conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. Actuellement, il est important de rappeler qu'en France, c'est un délit qui peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Juridiquement, par contre, on ne parle pas encore d'infraction autonome du suicide forcé, mais d'une forme aggravée du harcèlement moral lorsqu'il conduit la victime à se suicider ou à tenter de le faire. Cette avancée a certes été permise par le Grenelle, mais également par le travail des femmes et des hommes qui ont lutté pour la reconnaissance des violences faites aux femmes, qui ont permis de concevoir la violence physique dans les violences conjugales et surtout la violence psychologique, ou encore d'inscrire officiellement dans le code pénal la notion d'emprise. Et ces lois ont permis d'établir des chiffres, de créer une véritable donnée, de caractériser des situations, de rendre la vérité, de rendre hommage et de prendre conscience. Mais aussi de pouvoir condamner. Plusieurs hommes ont pu faire les frais de cette culpabilité, même si le suicide forcé reste encore trop méconnu et camouflé dans la chaîne pénale. Alors, si le suicide forcé n'est pas considéré encore comme une forme de féminicide, et je pense qu'on en reviendra après, il permet de caractériser des situations, mais c'est surtout dû à la difficulté de caractériser le suicide forcé comme un homicide envers la femme. La MIPROF a pu établir des chiffres, et pour la première fois en 2022, témoigner de 759 cas de suicide forcé ou de tentatives de suicide forcé. 759 qui ont pu être caractérisés, 759 qui ont pu ressentir cet enfermement, cette pression et ce manque de solution, mais il y en a sûrement d'autres. Alors on comprend que le suicide forcé n'est pas seulement une histoire de mort, mais une histoire d'emprise, une histoire de femmes privées de leur choix et de leur libre arbitre. Le droit, vous l'avez compris, commence lentement à mettre des mots, à tracer des lignes, à nommer ce qui n'était qu'un signe.
Mais la loi ne suffit pas si les consciences ne suivent pas. Parce que reconnaître le suicide forcé, c'est reconnaître que derrière un geste individuel, il y a un véritable système de violence, de traumatisme. Alors mesdames, aujourd'hui plus que jamais, nous ne le répéterons jamais assez, mais vous n'êtes pas seules. Nous en parlerons dans la suite, mais le rôle de la société et des associations est de vous soutenir et de vous accompagner. Nous sommes là. Et si votre parole a été trop souvent passée au silence, cachée et réprimée, il est temps de vous redonner la parole. Nous vous écoutons. Parce que si le suicide forcé est quand la mort devient le seul choix visible, notre rôle, c'est de le rendre, de rendre les autres à nouveau visibles. Merci Valentine pour ces précieux éclaircissements. Alors il est important de rappeler que mesdames, vous n'êtes pas seules, en effet, et si le droit est impliqué, le tissu associatif est également présent pour accompagner les victimes. France Victime est particulièrement impliquée dans l'encadrement et l'accompagnement des victimes. Pour ce faire, nous avons la chance de recevoir Catherine Boisseau, psychologue et représentante de France Victime 87. Bonjour. C'est vrai que les associations France Victime sur tout le territoire national, comme celle que je représente, France Victime 87, ont un agrément judiciaire. Elles ont un accompagnement universel de toute personne victime et notamment de toute personne victime de violences conjugales. C'est un accompagnement pluridisciplinaire, juristes, psychologues, travailleurs sociaux, sur tout le temps du parcours judiciaire, sur toutes les différentes étapes du dépôt de plainte jusqu'à l'audience, jusqu'au procès et l'indemnisation. Nous sommes aux côtés des personnes victimes. Nous sommes également référents pour la plupart des associations France Victime, référents des dispositifs de protection judiciaire, les téléphones grave danger, les bracelets anti-rapprochement. On participe à différentes instances, les copiles vifs, les réunions de synthèse, les claves. Tout ceci organisé dans le cadre de secrets partagés. On réalise également des actions de prévention, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, dans différents milieux, auprès du public scolaire, du public universitaire, des écoles spécialisées, des professionnels et du grand public. J'aimerais apporter un éclairage plus clinique sur quelques éléments d'analyse du suicide forcé. Il est effectivement le fruit des violences psychologiques, violences physiques ou violences sexuelles ou les trois mélangés. Mais c'est surtout les violences psychologiques qui sont prégnantes pour les personnes victimes. Elles disent souvent les bleus ça s'efface, mais les mots ça résonne dans la tête. Le suicide forcé est la conséquence multifactorielle avec des conséquences directes et indirectes de ces différentes violences, mais également se rajoute l'emprise, la dépréciation de soi, l'affaiblissement de la confiance en soi. Les violences psychologiques, c'est le chantage, le dénigrement, les humiliations, les insultes, le contrôle, le harcèlement quotidien. L'emprise s'inscrit sur une stratégie des auteurs de violence. Cette stratégie qui s'inscrit sur différentes phases. C'est la phase de séduction qui est comme une phase d'accrochage où la relation est très fusionnelle. Ensuite vient une phase de manipulation, de domination, où la violence sur ces différentes formes se met en place avec un isolement des proches de la personne victime, de sa famille, de ses amis. Un fort sentiment de culpabilité parce que l'auteur de violence cherche souvent à faire porter la responsabilité des violences sur la personne victime. Ce qui engendre tout ceci un état de confusion pour la personne. Elle ne sait plus où elle en est, elle n'a plus confiance en elle, elle ne sait plus ce qu'elle peut faire et qui peut l'aider. Tout ceci aussi peut s'inscrire dans un trauma. Pour certaines personnes, elles vont, sous les coups, sous les menaces ou dans le cadre de violences sexuelles, avoir comme conséquence un état post-traumatique, avec le développement d'un psychotrauma, qui est un phénomène d'effraction psychique avec des débordements, des défenses de la personne. Elle sent son intégrité physique et psychique menacée
C'est générateur pour elle d'un vécu de mort, de culpabilité intense et d'altération d'un sentiment d'appartenance. Mais pour la plus grande majorité, parfois, des personnes victimes de violences conjugales, ce trauma est réactivé par des traumas complexes, des traumas vécus dans l'enfance qui va se réactiver dans le cadre des situations de violence conjugale. L'ensemble de ces traumas qui engendrent un état de stress post-traumatique a de multiples conséquences en développant une mémoire traumatique, des dissociations et des conduites dissociatives et une anesthésie émotionnelle. Face à tout ça, la personne victime est très vulnérable et le suicide peut être le seul échappatoire à un moment donné pour sortir de cette situation. Merci beaucoup Catherine pour votre expertise. Vous avez parlé de psychotrauma, pouvez-vous nous en dire plus ? Le psychotrauma, donc, c'est être confronté à un événement traumatique où la personne va avoir le sentiment de mourir ou de voir sa mort de près. Alors, un ou plusieurs événements. Dans le cas des violences conjugales, il peut y avoir plusieurs événements et elle va développer ce qu'on appelle une mémoire traumatique. Cet événement va s'enregistrer de manière très très abrupte dans sa mémoire et va revenir sous la forme d'une mémoire traumatique. Elle peut générer également des conduites dissociatives, c'est-à-dire avoir été sur les moments de ces événements présente physiquement mais absente psychiquement, comme si elle regardait la scène, elle n'était plus dedans. Et ça, ce mécanisme peut se réactiver sur différents moments. Et puis, elle peut développer également une amnésie émotionnelle, c'est-à-dire être complètement coupée de ses émotions, ne plus rien ressentir, être comme anesthésiée. Et puis développer un certain nombre de symptômes de culpabilité liés à la culpabilité, de la confiance en soi, des cauchemars, différents troubles du sommeil, etc. Et également des évitements avec le fait de plus être dans tel endroit, d'essayer d'échapper, de plus être confronté à tel endroit ou telle personne. Alors, avec vos différents points de vue et contributions, nous allons pouvoir ouvrir le débat. Alors, j'aimerais commencer par vous poser une question très simple, mais qui permettra d'éclairer des situations particulièrement difficiles. Ce sera une petite mise en situation. Imaginons que moi, demain, j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit que ça va pas du tout dans sa vie avec son copain. Depuis quelques mois, elle n'en parle pas, bien évidemment, mais depuis quelques mois, ça ne se passe pas très bien. Elle subit, une sorte d'harcèlement, des pressions psychologiques, voire sexuelle ou même physique. Que lui conseillerez-vous ? Enfin, que me conseillerez-vous de lui conseiller du coup ? Alors, peut-être dans un premier temps de venir nous rencontrer dans une association France Victimes. Elle peut rencontrer différents professionnels. À la fois, les juristes vont l'aider à identifier ce qu'elle subit et identifier qu'il s'agit d'une forme de violence conjugale, nommer les choses avec elle et lui proposer une prise en charge psychologique. Après, tout dépend également si elle veut partir, si elle envisage de partir ou pas, si elle se sent menacée au point de sentir sa vie en danger. Là, il peut y avoir également une situation d'urgence et de lui dire qu'il y a également des associations où elle pourra trouver une mise en sécurité avec des hébergements d'urgence. Je vais donner maintenant la parole à Valentine. Alors, on sait que finalement, ça fait vraiment peur, surtout de dire qu'on a besoin d'aide et de comprendre vers qui se tourner. Et donc là, vous nous avez parlé de plusieurs acteurs. Est-ce qu'il y a des manières d'un suivi, que ça soit une application ou que ça soit des moyens mémotechniques, même dans la vie de tous les jours,
pour au final comprendre et même aider du coup les personnels de santé ou les professionnels de santé pour la reconnaissance de ces signes? Auprès des professionnels de santé, de nombreuses associations organisent des formations auprès des différents professionnels et auprès des professionnels de santé pour être sensibilisés et pouvoir mieux repérer les violences conjugales. Et c'est vrai qu'un des outils majeurs, avec lequel on peut aider la personne à prendre conscience de ce qu'elle subit, c'est le violentomètre, puisque c'est un outil qu'on peut présenter à la personne victime et lui permettre d'identifier ce qu'elle vit. Et ça nous fait une base d'échange et de discussion avec elle par rapport à ce qu'elle vit. On peut également utiliser Mémo de vie. Mémo de vie, qui est une plateforme qui est mise en place qui a été créée par notre fédération, qui a 4 espaces. Un espace ressources, de ressources juridiques, un espace également avec les contacts où on retrouve les numéros de téléphone principaux utiles dont elle peut avoir besoin, un espace coffre-fort où elle va pouvoir y mettre des photos, des documents, des certificats médicaux, des messages, des SMS, voilà, tout un tas de documents importants dont elle pourra avoir besoin. Et puis un espace journal où elle va pouvoir consigner jour après jour à son rythme ce qu'elle subit et ce qu'elle ressent par rapport à ce qu'elle subit. Et donc là par exemple on parle quand même d'une personne qui a conscience de la gravité de sa situation. Est-ce que en fait comment on fait pour avoir conscience de la gravité de sa situation? Comment est-ce qu'on sait qu'il faut commencer à en parler? Comment est-ce qu'on sait c'est une question très vague et qui a l'instar des violences conjugales et des violences faites aux femmes. Mais à quel moment on sait que c'est trop? Alors aussi, ce qu'on peut dire, c'est que la violence conjugale, ça touche aussi tous les milieux et tous les âges et toutes les formes de couple. C'est vrai que plus on communique sur le sujet, plus ça permet aussi aux personnes de prendre conscience de ce qu'elles subissent. C'est difficile comme question parce que des déclics pour certaines personnes peuvent être des freins pour les autres. C'est-à-dire que, par exemple, les enfants, il y a des victimes qui disent s'il s'en prend aux enfants ou si les enfants sont présents, sont là, je ne pourrais pas supporter et je partirais. Et puis d'autres, cette problématique par rapport aux enfants fait écho à des choses de l'enfance. Par exemple, si elles n'ont pas eu leurs 2 parents ou un père absent, etc. Et elles vont dire, je ne veux pas priver mes enfants de leur père. Donc, elles vont rester. Ça va être plus compliqué pour elles de partir. C'est à nous, dans le travail d'accompagnement, d'analyser pour chaque personne quel va être son chemin et quels vont être les déclics et les freins pour elle. Ça, on peut pas, c'est imprévisible à l'avance. Noëlla, vous voulez prendre la parole ? Vous nous avez parlé tout à l'heure de ces survivantes qui développent une mémoire post-traumatique. Alors, comment la société, elle peut finalement les accompagner, réparer ces femmes? Et est-ce qu'il y a possibilité pour elles de passer au-dessus de ça au bout d'un moment? Oui, alors là, il y a de plus en plus de techniques thérapeutiques qui sont adaptées au trauma complexe et à la situation des violences conjugales. Il y a différentes thérapies type EMDR, TCC, les thérapies de reconsolidation également. Mais ce qui peut être important aussi, c'est de participer à des groupes de parole. Des groupes de parole de personnes victimes, parce que ça leur permet de plus se sentir isolées et seules face à leurs problématiques. Il y a des structures qui ont développé des accueils de jour
notamment dans certains CHRS, des accueils de jour qui sont ouverts de 10h à 16h, où les personnes victimes peuvent venir rencontrer d'autres personnes victimes et des professionnels, avoir des premières informations et commencer un petit peu leur cheminement vers la séparation. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, en tant qu'entourage, amis, famille, collègues d'une personne qu'on pense être victime de violence, qu'est-ce qu'on pourrait être amené à lui dire, en fait, pour, sans la brusquer, lui demander si... Comment elle va. C'est difficile de la part d'amis ou de famille parce que parfois il y a des maladresses. Mais je crois qu'effectivement il faut tenter, tendre une perche. Je crois que les violences conjugales c'est aussi l'affaire de tous, pas seulement des femmes, hein, je crois aussi des hommes, des pères, des frères, des amis. De demander comment elle va et de voir comment elle répond, parce qu'il y a les réponses verbales et il y a les réponses non verbales. Et d'être en capacité aussi de décoder le non-verbal, de tendre la main, de tendre une perche, de proposer un espace d'écoute et surtout qu'elle se sente pas seule, qu'il y a de multiples professionnels d'associations pour l'aider et la soutenir dans son parcours. Je vais donner la parole à Valentine. Vous parliez justement des professionnels et du parcours. Donc, vous l'avez bien rappelé tout à l'heure, que ça soit le parcours juridique, social, médical. Est-ce que les personnels donc sociaux, médicaux, de police sont formés pour le suicide forcé? Ou est-ce que c'est comme le droit, ça met encore du temps à s'implémenter partout en France? Alors, l'ensemble de ces professionnels de la chaîne pénale, les forces de l'ordre, les magistrats, les travailleurs sociaux, le personnel soignant, les centres sociaux, même les professionnels des mairies, les professionnels des bailleurs sociaux sont formés à la lutte contre les violences conjugales, ont eu des sensibilisations. Après, la question du suicide forcé, je pense que c'est une question qui fait partie un petit peu comme une checklist que les professionnels peuvent avoir sans forcément utiliser le mot de suicide forcé parce que ça peut être un peu délicat pour certains professionnels, mais je pense que en posant la question de comment vous allez, comment vous vivez la situation, qu'est-ce qui se passe pour vous, comment ça se passe, et voir par rapport à un certain nombre de symptômes de repérage, poser la question par rapport aux troubles du sommeil, la dépression, et voir comment la personne répond, et peut-être après poser la question des idées noires. Et comme ça, petit à petit, au fur et à mesure de l'entretien, on s'y en approche. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que, alors je reviens encore une fois un petit peu sur le juridique, est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire du suicide forcé une infraction autonome et de vraiment l'intégrer dans les féminicides? Je ne sais pas. Ça me paraît, la problématique du suicide forcé est aussi très complexe parce qu'elle peut aussi renvoyer à l'histoire personnelle et traumatique de la personne victime, notamment si elle a subi des choses pendant l'enfance qui vont se réactiver et voilà. Je fais confiance aux enquêteurs et aux professionnels de justice à travers l'arsenal de la loi qui existe, les outils aussi qui permettent de démontrer
au jour d'aujourd'hui, avec le mémo de vie, il y a des victimes qui vont présenter leur journal mémo de vie aux forces de l'ordre pour permettre de reprendre tout ce qu'elles ont subi. Sur notre département, on a aussi un partenariat avec l'UMJ, c'est-à-dire hors réquisition, les médecins légistes font un rapport biographique de ce que la personne victime leur a exprimé, ce qu'elle a pu subir. Tout ça, c'est des éléments au fur et à mesure qui vont aussi porter la parole de la personne. Alors, je sais que vous êtes sur France Victime 87, mais donc la fédération, elle s'étend sur tout le territoire français. Est-ce que sur l'accès à ces connaissances et sur cette thématique, sur le territoire français, est-ce qu'il y a une égalité d'accès aux soins, à l'aide, à l'accompagnement ? Alors, grâce au Grenelle, de moins en moins, nous, notre fédération, il y a au moins une association France Victime par département, rattachée au tribunal du département. Les collègues des CIDF, je pense pratiquement aussi une association où, par exemple, sur mon département du 87, les collègues du CIDF sont en dimension régionale, mais interviennent sur Creuse-Corrèze, Haute-Vienne, pour le ressort de la Cour d'appel de Limoges, ancienne région Limousin. Donc voilà, les CHRS, il y en a aussi sur tout le territoire. En termes de soins et d'accès aux structures thérapeutiques, il y a eu aussi des avancées par rapport à la prise en charge psychologique avec 12 rendez-vous possibles gratuits avec des psychologues qui peuvent aussi exister sur l'ensemble du territoire. Non, ça avance avec le développement aussi des centres psychotrauma. Voilà, non, je trouve que ça avance. Et puis aussi, il y a des téléconsultations en visio, et aussi qui se développent. Non, il y a plein de choses quand même. Noëlla, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Alors, en tant que femme, on parle souvent des violences conjugales, des violences physiques, mais quels sont les autres types de violences ? Quels sont les premiers signes, en fait, qu'on est sous emprise ? Les autres types de violences qui définiraient l'emprise. L'emprise, elle est quand même beaucoup rattachée aux violences psychologiques. Je crois que à partir du moment où la personne n'a plus accès à un certain nombre de choses autour d'elle, ne peut pas se déplacer, voir ses amis comme elle veut, ne peut plus s'habiller comme elle veut, ne peut plus se maquiller, son téléphone portable est fouillé, sa boîte mail est fouillée, elle subit du dénigrement sur sa manière d'être, des humiliations, du chantage affectif. L'emprise est là. Il y a aussi des mécanismes très prégnants par rapport à l'emprise. C'est quand les auteurs de violences renversent la culpabilité sur la personne victime. C'est-à-dire, on entend souvent « je t'ai frappé, mais tu as fait ci ou tu as fait... » Voilà. Tu étais habillé de cette manière-là, ou tu m'as provoqué, ou voilà. Donc ça aussi, ce sont des mécanismes très destructeurs pour le psychisme de la personne. Et donc pour ces femmes qui sont finalement dépendantes, qui arrivent dans une dépendance, que ce soit financière ou psychologique, face à cet homme, comment leur faire comprendre qu'il y a une issue, alors qu'elles sont dans un mode de vie qui leur laisse à penser qu'il n'y a plus aucune issue possible pour elles? Alors je crois, c'est plus il y aura de communication, mieux ça sera. Parce qu'on voit que les chiffres en termes d'accompagnement ont aussi augmenté parce que les femmes osent briser le silence. On a des violentomètres qui apparaissent sur les sachets des baguettes de pain. On a des violentomètres qui sont mis dans les toilettes des cinémas.
qui sont mis dans de multiples entreprises aussi. Voilà, plus on communique, plus ça permet aussi aux victimes de briser le silence. Et même si elles n'ont pas, elles, l'accès direct à cette communication, leur entourage peut aussi avoir une plus grande vigilance et faire des pas par elles et s'autoriser à leur poser la question de comment ça va, comment ça se passe. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Oui, dans le sens où on ne sera jamais assez prudent. Enfin, on peut poser le plus de questions et ne jamais essayer de délaisser. Enfin, même les signes d'isolement sont quand même assez significatifs par rapport aux proches. Oui, et puis il y a un autre paramètre aussi, c'est au jour d'aujourd'hui, la loi a évolué sur les violences conjugales et notamment ça peut rejoindre aussi le suicide forcé, c'est qu'il y a des signalements que les professionnels peuvent faire, et notamment je pense au signalement des professionnels de santé. Les professionnels de santé, quand ils reçoivent une personne victime de violences conjugales, qui leur exprime ce qu'elle subit et qui la sentent en danger sur le fait de rentrer chez elle, mais elle veut rentrer chez elle, peuvent faire un signalement au procureur par rapport à ce qu'ils ont observé et ce que la personne leur a dit. Donc là aussi, ce sont des avancées. Super, merci. Catherine, moi j'avais une dernière question pour vous. Vous avez parlé de la méthode EMDR. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus dans cette méthode et ce que ça peut amener sur les syndromes post-traumatiques ? La méthode de EMDR permet de retraiter la mémoire traumatique. Il y a des protocoles, c'est une méthode qui s'appuie sur différents protocoles de situations comme des exercices que la personne va faire avec l'aide du professionnel formé en EMDR et ça va lui permettre de retravailler cette mémoire traumatique et de la réencoder de manière différente, ça n'efface pas les événements ou l'événement subi, ça le met à distance par rapport à la vie de la personne. Ok, super, merci. Eh bien, merci beaucoup à vous toutes. Catherine, avant la conclusion, avez-vous quelque chose à ajouter ? Alors, je voudrais partager avec vous les propos d'une personne que j'ai rencontrée dans le cadre de nos activités à France Victime, qui m'a autorisée à vous en faire part. Bien évidemment, le prénom est changé. Elle s'appelle Marie. Elle vit en relation avec un jeune homme depuis 3 ans. Marie est victime de violences conjugales, de violences psychologiques, de violences physiques, de violences économiques et de violences sexuelles. Ils vivent ensemble dans le même appartement. Marie nous dit « Il me prend dans ses bras comme un bébé, puis il me lâche d'un coup. J'atterris sur mon dos. Je pleure beaucoup. J'ai mal. J'ai l'impression de ne plus pouvoir bouger. Il me dit « Lève-toi, arrête d'être dramatique. J'ai plus envie de te voir. » Donc va dans la chambre. Je lui explique que j'ai trop mal au dos et qu'il me faut du temps pour me relever. Je lui demande de m'aider, il s'énerve encore plus. Il a perdu patience et m'a dit « Si tu veux pas y aller, je vais t'y emmener. » Et c'est ce qu'il fait. Malgré ma douleur dans le dos, il m'a pris par les jambes, m'a traîné dans le couloir qui mène jusqu'à la chambre. Je lui dis d'arrêter, mais il ne m'écoute pas. C'est souvent qu'il me traîne dans ce couloir. Je l'appelle le couloir de l'horreur. Il m'a balancé sur le lit, m'a dit de ne plus bouger. Sinon, il allait me faire encore bien pire. Donc, par peur, j'y suis restée. Je n'ai pas bu ni mangé. Je me demande comment quelqu'un qui est censé m'aimer peut aussi me faire autant de mal. Je regarde le mur, puis le plafond pendant des heures, puis j'entends la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer. Il est sorti comme pratiquement tout le temps. Il m'a laissé. Il pleut encore très fort.
Je me suis approchée de la fenêtre, je l'ai ouverte sans réfléchir, sans plan réel. Il fait nuit. Je sens l'air frais sur ma peau et ça fait du bien. Je ne sais plus si c'est mes larmes ou des gouttes d'eau sur mon visage, mais je n'y prête pas attention. Je mets un pied sur le rebord de la fenêtre, sans savoir exactement pourquoi, puis l'autre. Je suis maintenant debout. Serait-il plus facile de sauter plutôt que de subir ce que je vis ? Je me demande. Puis, au moment où j'allais m'emporter, avec la pluie, j'entends un miaulement. C'est mon chat. Il me regarde et j'ai vite compris l'horreur que je suis en train de faire. Je suis vite redescendue, je m'effondre en larmes. Quelque temps plus tard, je me lève, je prends ma douche, je me regarde dans le miroir de la salle de bain, en pleurant. Puis j'essuie mes larmes, je me remaquille, je m'habille, comme si de rien n'était. Et je l'attends. Je l'attends. Je veux être la femme parfaite. Il est rentré, on a passé la soirée ensemble. Je m'excuse plusieurs fois, sans réellement savoir pourquoi je suis restée. Merci Catherine pour ce témoignage au travers de Marie. Dans quel cadre a-t-il été réalisé ? Alors Marie est prise en charge dans le cadre d'une thérapie au sein de France Victime 87. Il s'agit de la thérapie de reconsolidation méthode Brunet. Et ce travail d'écriture est un des exercices de cette thérapie qui permet de retravailler la mémoire traumatique. Avant de terminer ce podcast, j'aimerais vous rappeler les numéros d'urgence ainsi que les structures à contacter si vous vous sentez concerné ou que vous reconnaissez un de vos proches. Tout d'abord, si vous êtes en situation de danger, n'hésitez pas à appeler directement le numéro des forces de l'ordre, composez le 17. Il y a aussi le numéro d'accompagnement proposé par France Victime, le 116 06. Le numéro national de prévention du suicide est le 31 14. Et pour toutes les femmes victimes de violences conjugales, vous pouvez joindre le 39 19. Voilà, c'est la fin du podcast. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes ayant été impliquées dans ces 3 épisodes. Nous vous encourageons à écouter les différents podcasts pour mieux comprendre la victime et les droits qu'elle possède. Nous remercions particulièrement Noémie, qui a permis la réalisation de ce beau projet, qui a accompagné, qui a encadré ce projet depuis le début. Et également merci à Valentine Barnakian d'avoir porté ce projet côté FFDE. Ainsi que Maria Inès pour son travail à la médiation de ses premiers épisodes, et ainsi que Thomas à la réalisation. Alors très chers auditeurs et auditrices, si ce podcast se termine, n'oubliez jamais que France Victime est à vos côtés sur tous les territoires, et que la Fédération française de débat et d'éloquence fera toujours son possible pour que vos voix résonnent.